Bonjour Arlene Ashta. Bonjour, Arlene Achag. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer là derrière l'écran. J'ai compris que vous venez d'une belle région de France qui est la Bourgogne, que vous êtes professeur dans le domaine des finances, que vous vous intéressez beaucoup à la microfinance, mais également que vous avez un intérêt pour tout ce qui est le monde, en fait, le fédéralisme mondial. Une thèse sur le fédéralisme fiscal et puis aussi tous les thèmes de la redistribution, comment construire une société globale plus humaine, plus juste et des institutions plus justes. Et je sais que vous avez une fondation ou une institution, le BHAI, dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure. Donc merci d'avoir accepté de rentrer dans le conseil scientifique de l'Union des fédéralistes. Le conseil scientifique, en fait, nous avons trois niveaux. On a le niveau local, la France, améliorer un peu le management français, il y a du boulot. L'Europe, le fédéralisme européen, là aussi il y a des défis très très importants, mais également, puisque nous sommes sur la planète Terre, le fédéralisme mondial, qui est certainement un thème sur lequel vous avez beaucoup de choses à nous dire. Olivia est intéressée par votre parcours. Oui, pourriez-vous vous présenter votre formation, votre parcours, vos centres d'intérêt? Pourquoi vous avez choisi cette année d'études et cette formation? Multidisciplinaire. Hein? J'ai fait une licence en économie et un master en école de commerce, en finance et en marketing, et une licence en droit en Inde. Ensuite, quand je suis venu en France à l'âge de 28 ans, j'ai commencé un diplôme en sciences politiques, ensuite un doctorat en droit public et un HDR plus récent en économie. Donc, ma thèse de doctorat portait sur le fédéralisme fiscal, qui est le droit public, en fait. J'ai travaillé 7 ans en Inde, dans une grande entreprise indienne, et j'étais dans le contrôle de gestion. Et pendant mes études en France, j'ai travaillé dans la comptabilité. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de devenir professeur de l'école de commerce de Dijon, la Burgundy School of Business, où j'enseigne depuis 22 ans. Côté recherche, comme Michel a dit, je suis plus impliqué dans le microcrédit, le fintech et le développement économique. Oui, merci Arvin. Vous êtes quand même spécialisé dans la finance entrepreneuriale, oui, et notamment dans la microfinance. Oui. Quelque chose qui nous intéresse aussi en tant que fédéraliste. Vous avez notamment suivi les travaux de Mohamed Younous. Alors cette microfinance qui se développe dans certaines régions du monde, etc., qui a quand même peut-être des résultats, est-ce qu'elle peut avoir un avenir en France et en Europe? Donc, le microcrédit existe déjà en France. Hein. Depuis 1989, la ADI donne des microcrédits. Je pense que c'est plus de 50 000 microcrédits par an. Et c'est pareil dans plusieurs États européens. Hein. Même au niveau européen, il y a beaucoup d'institutions et il existe un réseau européen de microfinance qui intègre les institutions de microcrédit dans tous les pays de l'Europe. Hein. Il y a à Luxembourg une autre plateforme qui s'appelle la plateforme européenne de microcrédit qui intègre les investisseurs et les conseillers de microfinance. Et côté recherche, je suis membre de CERMI, qui est le Centre européen de recherche en microfinance. Cependant, le microcrédit adopté en Europe n'est pas le microcrédit importé de Bangladesh ou des pays en voie de développement. Donc, ce n'est pas une innovation reverse, hein, ou terme qu'on utilise pour les innovations qui proviennent des pays en voie de développement vers les pays développés. C'est seulement le nom qui a été repris. Je vous donne des exemples de différence entre le microcrédit ici et le microcrédit là. Là, ici, il n'y a pas de crédit de groupe. Il n'y a pas de remboursement hebdomadaire. Ce n'est pas que les femmes qui sont visées. Ici, il y a autant de hommes que les femmes qui reçoivent le crédit. Donc ce n'est pas le même microcrédit, mais c'est vrai qu'il y a eu une certaine impulsion donnée par les pays en voie de développement, mais on a créé ce qui est à nous.
Est-ce que ce genre, le microcrédit, notamment en Europe, est organisé sous forme d'une espèce de fédération? Oui, c'est-à-dire que les institutions de microcrédit ensemble, ils font partie d'un réseau, un réseau européen, qui peut mieux protéger les intérêts. Hein. C'est comme toutes les industries. Hein. Chaque industrie a des choses de lobby où il y a des informations partagées entre les membres pour créer un effet. Ça s'appelle le European Microfinance Network ou le réseau européen de microfinance. D'accord. Les défis du monde, par exemple la pandémie du Covid ou les défis environnementaux, nécessiteraient davantage de fédéralisation au niveau mondial, éventuellement. Vous avez suggéré même un gouvernement mondial pour répondre aux défis des pandémies. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réaliste? Oui, il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent une solution globale. Par exemple, s'il y avait un monde fédéral, il aurait partagé davantage les vaccins avec les pays en voie de développement. Il n'y aura pas de dumping environnemental si les lois étaient homogénéisées. Il n'y aura pas le dumping de travail des enfants ou de salubrité des conditions de travail s'il y avait des lois fédérales, même minimales. Hein. Il n'y aura pas de guerre entre les États si le militaire est contrôlé uniquement par le niveau fédéral. Bien sûr, il y aura des guerres civiles internes, mais ça, on l'a déjà. Est-ce que c'est réaliste? Hein? C'est ça votre question. Est-ce que c'est faisable? Tout ce que je peux dire, qu'on a vu l'extraordinaire pouvoir des États à répondre au Covid. Je pense que s'il y a une volonté, nous sommes capables de mettre en place ce système. Cette volonté doit être renforcée par un état d'urgence. Et je pense qu'on est dans un état d'urgence aujourd'hui. Et la gestion de changement nécessite que les citoyens participent dans cette construction. Ça ne peut pas être top-down, ça doit être aussi bottom-up en même temps. Pas seulement par des représentatifs, mais par les débats à tous les niveaux, en commençant par les lycées. Arvin, je suis d'accord là-dessus, mais vous avez dit, est-ce que c'est réaliste? La gouvernance mondiale, pour l'instant, avec le système de l'ONU, avec le Conseil de sécurité, les blocages, etc., ça fonctionne difficilement. On est loin d'arriver à des consensus au niveau mondial. On le voit bien avec les conflits. Alors, comment avancer? Est-ce qu'il y a... je suis d'accord que le fédéralisme pourrait être la solution, mais on en est très, très loin. Et si on regarde bien toutes les fédérations qui existent, hein, les pratiques de fédéralisme fiscal, de fédéralisme sont très différentes d'un pays à un autre. Certains États fédéraux sont plus centralisés, comme l'Australie, et d'autres moins, comme les États-Unis. Mais dans tous, il existe la possibilité et la pratique des interventions fédérales pour transférer l'argent des États riches aux États défavorisés ou pour répondre aux urgences ou catastrophes. Si les États riches ne veulent pas les marchés des États pauvres, ça sera difficile d'avoir un fédéralisme mondial. Tout vient de la marché, parce que toute la politique est financée par l'économie. Si les grandes entreprises n'ont pas besoin d'une demande des pays pauvres, ils ne vont pas lutter pour un État fédéral. L'idée est de convaincre les grands commerces aujourd'hui que la demande pour leurs biens sera augmentée s'il y avait des transferts vers les personnes qui ont besoin, des personnes qui n'ont plus besoin. Et donc, jusqu'à on ne fait pas ça, je pense qu'on peut arrêter de penser à la croissance. Hein. Il n'y aura pas de croissance parce que tout le monde dans le pays riche, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Sauf si, bien entendu, on a des innovations perpétuelles. Tout le temps, des innovations que les gens ont envie d'essayer. Mais sinon, pour les biens qui existent, les industries qui existent, les marchés sont dans les pays africains, dans certains pays d'Asie. Et je pense que c'est nécessaire pour l'économie qu'on crée ça. Maintenant, les guerres sont temporaires. Hein.
c'est l'état de l'âme de fait de guerre. Mais s'il y avait un militaire au niveau national, je pense que au moins ce niveau de guerre entre États sera fini. Il y aura toujours des petits problèmes locaux. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui doit être à la fois pensé par les hommes qui sont très riches et puissants, par les politiques qui veulent intervenir pour améliorer les choses, et par les citoyens. Parce que si les citoyens ne voient pas l'intérêt pour eux de faire tout ça, ils ne vont rien faire. Hein. Si les citoyens ne sont pas intéressés à voyager en Europe, on n'aura pas une Europe fédérale. Hein. Donc il faut leur donner des possibilités de voyager et les moyens. Vous voyez, s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas quitter Dijon. Ils ne sont pas intéressés par l'Europe. Donc, je pense que les programmes comme l'Erasmus étaient tellement bons pour l'Europe, il faut créer des instances similaires pour qu'au moins les jeunes ont voyagé. Parce qu'on parle de quelque chose en 30 ans. Hein. Un fédéralisme au niveau mondial, pour l'instant, il y a quand même des différences importantes en termes de système politique, Oui. Nous, en Europe, on est fiers et on tient à ce que l'état de droit, la démocratie, la liberté existent. Nous avons malheureusement d'autres systèmes qui prennent une certaine puissance actuellement. On peut penser à la Chine, peut-être que l'Inde également, que vous connaissez mieux, est en train aussi c'est une grande démocratie, est en train peut-être d'évoluer malheureusement. Mais est-ce que le fédéralisme mondial n'implique pas quand même des règles? Il y a la Charte des Nations Unies, bien sûr, oui, mais des règles plus strictes sur un consensus au niveau international. En fait, je vais commencer avec l'Europe. Hein. L'Europe, c'est un bon exemple de beaucoup de patience. Parce qu'en 50 ans, très lentement, c'est quoi, 70 ans 75 Exactement. Oui, que très lentement, on a progressé et on a attendu que les membres soient à un certain niveau minimal pour être intégrés. Si on continue comme ça et on entend l'Afrique, je pense qu'on est parti pour 2 siècles. Or, avec les ressources disponibles mondialement, je pense que je vais prendre le cas de Burundi. Hein. Burundi, c'est un petit pays. Il y a 12 millions de personnes. Hein. C'est la taille et la population de Belgique. Sauf qu'il vit en moins de $2 par jour. Si on offre à ces personnes $2 de plus par jour, ça veut dire $4, les revenus seront $4. Je pense que vite, les peuples seront prêts à intégrer une union, quelque chose de plus grand, s'ils ont assuré qu'ils peuvent manger. Je pense que certaines choses, les éthiques que les Européens ont, c'est les éthiques des riches. Ici, on ne veut pas que nos enfants travaillent. Dans les pays pauvres, on serait vachement content que l'enfant trouve quelque chose pour gagner leur vie parce qu'on n'a pas le moyen de les nourrir. Et donc, je pense que les questions d'éthique et est-ce qu'ils sont prêts pour la société sont des questions qu'il faut penser une fois qu'ils ont les moyens. S'ils ont assez les moyens et ils veulent toujours être différents, on dit, OK, vous ne faites pas partie de le monde fédéral. Regardez, vous n'aurez pas des exportations, vous n'aurez pas des importations. C'est un peu la guerre entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Hein. C'est une différence de culture. L'investissement des États-Unis, c'est vraiment important pour la Chine, mais en même temps, le marché de la Chine est important pour les États-Unis. Or, il y a une résistance culturelle. Cette différence culturelle se traduit dans une différence politique et donc différence des valeurs politiques. Et la question, c'est, dans un monde fédéral, quelles sont les choses qui seront décidées au niveau fédéral
et quelles sont les choses qui permettent les gens de vivre avec leurs différences. Voyez? Si on ne valorise pas les différences, ça ne marchera pas. Il faut valoriser les différences. Hein. C'est un problème, même dans une petite entreprise. Hein. Même dans une petite entreprise comme mon école de commerce. Hein. On peut aimer la diversité, on peut dire qu'on aime la diversité, mais à la fin, d'intégrer la diversité, c'est toujours le grand défi. Hein. Je me permets de vous ramener vers l'Afrique, puisque vous avez commencé à aborder ce sujet qui est mis en lumière, notamment avec tout ce qui se passe en Ukraine, les liaisons avec la guerre en Ukraine, la Chine qui s'implante, etc. Bon, Wagner, enfin, on ne va pas faire tout le panégyrique de ce qui se passe là-bas. Et j'avais une question, les défis africains pourraient-ils être atténués si ce continent, qui est riche, mais dont la population est pauvre, si ce continent s'orientait vers une certaine forme de fédéralisme, est-ce que ça pourrait aider à un meilleur développement, à votre avis? OK. Je pense que certainement, ça va avoir les aides. Hein. Mais c'est comme pour le micro-entrepreneur de survie. Hein. Le problème pour les pauvres, les vrais pauvres, hein, qu'ils n'ont pas le capital social de pont. On l'appelle en anglais bridging social capital. Ils connaissent beaucoup de monde, mais tout le monde qu'ils connaissent sont pauvres. Donc, s'ils fabriquent quelque chose, qui va l'acheter? Comment est-ce qu'il peut accéder aux clients riches? Comment est-ce qu'il peut avoir accès aux actionnaires ou le business angel qui peut investir dans les entreprises s'ils ne connaissent pas ces business angels? C'est pareil pour les États africains. Hein. Certes, il y aura moins d'attaques militaires contre le Congo si tous les militaires sont réunis sur le même zone de contrôle centralisé. Hein. Mais pour un territoire aussi vaste que l'Afrique, sans l'aide des pays riches, je vois mal la possibilité d'avoir des ressources suffisantes, vu qu'ils doivent aussi manger et avoir d'autres nécessités. Hein. Je parle des ressources suffisantes pour être présents partout où une guerre civile peut déborder des frontières d'un État membre. Hein. Je parle juste de l'aspect militaire, hein, qui est cher. Mais il faut un esprit de trust, de confiance. Sans ça, ça sera très difficile. Hein. Il faut aussi, comme vous dites, hein, un peu moins d'instabilité politique, mais aussi pas trop de stabilité politique. Le problème en Afrique, c'est les personnes qui veulent garder leur position pendant des décennies. Donc, cette solution qu'on cherche doit faire un compromis entre stabilité et instabilité. Hein. C'est comme tout système. Hein. S'il est trop stable, le système n'évolue pas. Et donc, je pense qu'il faut une volonté de coopération, il faut dire. Parce que les disparités et les défis pour le fédéralisme sont les mêmes partout. Hein. Même aux États-Unis, en 1776, hein, quand ils ont commencé à parler de tout ça, c'était les disparités économiques, les disparités culturelles, la souveraineté nationale. Tous ces problèmes resteront. C'est partout. Hein. Mais si on veut coopérer pour améliorer notre situation, je pense qu'il faut éduquer les peuples d'abord sur la question du fédéralisme et les avantages. Oui. Un mot sur la nécessité au niveau mondial peut-être d'avoir plus de générosité, notamment pour les pays riches vis-à-vis des pays pauvres. Au niveau européen, il y a eu des efforts importants quand même depuis longtemps en termes de coopération internationale, un objectif de 2% du PNB qui est plus ou moins appliqué, et l'Europe est le pourvoyeur de coopération le plus important au monde. Ceci dit, ça reste encore insuffisant. Comment faire et pour convaincre aussi les citoyens, parce qu'il y a des problèmes internes, etc. On le voit bien en Europe, en France. Les finances publiques ne sont pas extensibles non plus à l'infini.
Et lié à ça, le problème de l'efficacité de toute cette aide. Il y a même des pays qui maintenant refusent l'aide internationale. Hein. Oui, oui, Le oui, pays oui, dont oui, vous parce venez, qu'ils ont, en Inde, ils disent maintenant on n'a plus besoin d'aide internationale. heureusement. C'est, en fait même dans un pays fédéral, hein, ce qu'ils appellent le système de fédéralisme fiscal. Mhm. Le fédéralisme fiscal, c'est le col hein, des États fédéraux. C'est le col qui assure que quand il y a un problème dans un État, les autres États peuvent leur fournir les ressources nécessaires. Pour certains États, ça peut être long terme, l'aide qui est nécessaire parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres. Chaque pays fédéral a des systèmes différents, des volontés différentes. En Australie, le niveau fédéral est très centralisé. Mhm. Aux États-Unis, c'est le moins centralisé. OK, eux, ils disent que non, si les États sont pauvres, les gens doivent déménager vers les États riches. Vous voyez, c'est une autre façon de vivre le fédéralisme. Mais pour eux, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de frontières sur lesquelles les gens ne peuvent pas aller pour travailler ailleurs. En Europe, on a un problème qui est différent et qui, au niveau mondial, c'est magnifié, c'est la différence des langues. C'est cette différence de langue qui empêche les gens d'aller dans un autre pays pour travailler parce qu'ils ne comprennent même pas ce que la personne dit. Donc je pense que il faut quelque part une langue commune et des langues diverses pour retenir le culturel, la différence culturelle, mais une langue commune aussi qui est nécessaire pour faire ça. Hein. Donc, je vais juste intégrer quelque chose d'autre dans cette discussion. Hein. Ce n'est pas une réponse directe à votre question, mais j'ai fait une étude sur la Grèce. Donc, il y avait beaucoup de problèmes en Grèce, il n'arrivait pas à rembourser, tout le monde disait que les Grecs sont feignants. J'ai regardé leurs finances publiques sur 18 ans. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, hein, les tensions qui sont importantes pour le monde fédéral, c'est qu'il y a des pays riches qui veulent les marchés des autres pays, mais en contrepartie, si les autres pays, les pays pauvres, ouvrent les marchés, ils savent qu'ils ne vont rien avoir. Donc, les subventions de fédéralisme fiscal, ces subventions, c'est juste une contrepartie macro de l'ouverture des marchés qui est aussi macro. Donc, on ne parle pas d'une entreprise qui va vendre et une entreprise qui va acheter. Mais en total, qu'est-ce qui va passer dans le fédéralisme quand un pays pauvre vient avec un pays riche? Donc, c'est facile de comprendre si je vous donne un exemple. Hein. En Allemagne, la population, c'était à peu près 80 millions de personnes. Donc, pour fabriquer leurs produits, ils ont un marché qui est grand et donc ils ont une économie d'échelle. Quand il vient en Grèce, une entreprise locale grecque avec une population de 10 millions, il ne peut pas avoir la même économie d'échelle et donc il n'aura jamais l'avantage comparatif. Donc, ce sera les exports allemands qui vont venir en Grèce si le marché est ouvert. On va dire que non, quelque part, les Grecs vont avoir l'avantage relatif dans quelque chose qu'ils peuvent exporter aussi. Mais dans les négociations à niveau individuel, le grand importateur va avoir plus de pouvoir que les petits importateurs concurrents de plusieurs pays. Donc, dans les termes de négociation, les Grecs vont perdre encore. Donc, ça veut dire que le plus la Grèce ouvre à l'Europe, le plus il a besoin de subventions, et pas moins. Le problème, c'est que les subventions qu'on a données aux Grèce, c'était plafonné. C'était jamais augmenté dans les 18 ans, même si le niveau d'export et d'import de Grèce a augmenté année après année. Donc, quand on parle de subventions, ça doit être fait de la façon que si
l'ouverture d'un pays devient de plus en plus grand à l'importation et l'exportation, il doit avoir une étude faite scientifiquement pour dire quelle est la part qui est venue en total pour le commerce mondial et quelle part de la gain doit être distribuée en plus à l'État qui s'ouvre. Et donc, je pense que c'est ça la chose qui sera éthiquement correcte, d'essayer de trouver comment ça peut être gagnant-gagnant, pas juste quand on entre dans la fédération, mais année après année pour que la personne reste et qu'elle n'ait pas envie de partir. Je pense que les Anglais sont partis parce qu'ils n'ont rien eu, quoi. Donc, ils ont compris que leur diversité culturelle est compromis, donc, mais ils n'ont pas eu quelque chose en contrepartie où ils avaient l'impression qu'ils bénéficiaient. Et ça sera pareil pour d'autres membres. Hein. Et je suis certain que si les Chinois pensaient qu'année après année, il y aura un bénéfice, ils peuvent être d'accord. Hein. Mais les Chinois, ils copient avec retard je ne dirais pas un siècle, mais beaucoup de retard, ce que les Européens et les Américains ont fait. Hein. Nous avons colonisé Hong Kong et maintenant ils ont fait la même chose avec un pôle en Sri Lanka. Vous voyez, c'est que vous n'avez pas remboursé le prêt, donc on prend ça. Les Anglais ont construit les chemins de fer en Inde, les Chinois sont en train de construire les autoroutes partout. Oui. Donc, je pense que ce qu'ils ont vu, ils copient parce qu'ils ont dit que peut-être c'est ça qui a donné l'avantage à l'Europe. Oui. Je suis trop long, peut-être. Non, c'est très intéressant, Arvind. Mais revenons au fédéralisme et aux idées, au concept de fédéralisme. Dans le monde, il y a peut-être 40% des pays qui sont fédéraux, avec des systèmes différents. Oui. Vous avez parlé des langues tout à l'heure, que la langue pourrait être un obstacle, mais enfin, moi je connais un pays qui s'appelle l'Inde, il y a le même nombre de langues qu'au niveau de l'Europe, et il y a quand même un fonctionnement à peu près correct sur le plan des échanges, etc. Donc voilà un exemple. Maintenant, vous avez sur le plan de la redistribution, et le problème également de la Grèce, etc. Le budget européen, c'est moins de 2% du PNB. Aux États-Unis, c'est presque 50% du PNB. Donc les États-Unis ont un pouvoir de redistribution que nous n'avons pas, ou que nos autorités, nos responsables n'ont pas donné. Donc nous, fédéralistes, nous ne sommes pas très satisfaits de la maigreur des possibilités de redistribution en Europe. Mais c'est parce que l'Europe n'est pas une fédération. Hein. Voilà. Donc, aux États-Unis, il y a 50% pas de PIB, mais 50% de financement public. Oui. Et au niveau fédéral. En Australie, c'est 80%. Et donc, c'est ça que je disais que l'Australie, c'est plus centralisé. Hein. Mais en Europe, c'est juste une union, c'est tout. Hein. Si on ne veut pas aller plus loin, c'est pas nécessaire d'intégrer plus de fiscalité. Mais si on veut une fédération, certains impôts doivent être le domaine exclusif de l'Europe. Et je pense que certainement, ils vont commencer avec le taxe impôt sur les sociétés parce que pour la mobilité de capital, il y a plus de volonté pour le big business que les normes sont uniformes et claires, transparentes. Comme ça, ils peuvent savoir le niveau de risque qu'ils ont, quoi. Mais au moins, il n'y aura pas de dumping fiscal. Hein, si les impôts sur les sociétés étaient intégrés à ce niveau. Dans beaucoup de pays fédéraux, c'est la TVA qui est centralisée. Et vous savez que si on donne le TVA à l'Europe, pour la France, la TVA, c'est presque 50% de nos ressources. Hein. Oui. Donc, en Inde, il y avait beaucoup de temps perdu pour savoir comment partager
le TVA, si on lève le sales tax et on met au niveau fédéral un central sales tax qui est un TVA. Le même problème était en Canada. Les provinces ne voulaient pas laisser partir cet impôt. Je pense qu'il faut qu'on revisite ce qu'ils ont fait, comment ils ont transféré des ressources et regarder qu'est-ce qu'on peut faire, quelles ressources à transférer avec le moins de problèmes. Et petit à petit, comment renforcer le fédéralisme avec certaines compétences données au niveau national, certaines compétences fiscaux et certaines compétences. Par exemple, l'impôt sur le foncier. Forcément, ça peut rester local, ça peut rester national. Les taxes d'habitation, pareil, hein, même si on n'a pas besoin des deux. Oui. Quel conseil vous pourriez donner aux fédéralistes européens? Quelle priorité si on veut faire une fédération? Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est des relations extérieures communes, une visibilité européenne? Ou est-ce que c'est la fiscalité qui est le plus important? En fait, quand je fais, je vais juste dire au niveau, si je dois faire une amalgame avec le business, hein, très souvent les fiscalistes pensent que c'est la fiscalité l'aspect le plus important. Mais en fait, quand on regarde les businessmen, ils vont dans le pays avec la haute fiscalité comme la France, parce que ce n'est pas la fiscalité qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les impôts. En France, on arrive à avoir un haut niveau de productivité de notre utilisation des impôts qui est bien pour le business. Les routes, les autoroutes fonctionnent, l'électricité est toujours là, il y a l'eau tout le temps, il y a les écoles, la formation. C'est un ensemble à créer, n'est-ce pas? La fiscalité, c'est un moyen. Si on a autant des impôts et on ne les utilise pas bien, les entreprises ne viennent pas. Donc, ce n'est pas le niveau de fiscalité qui est important, c'est le niveau de productivité, la volonté de créer quelque chose ensemble. En Europe, ça doit être pareil. Hein. Ce n'est pas combien des impôts sont harmonisés, c'est quelles sont les lois qu'on veut harmoniser, quels sont les moyens qu'on va donner pour que c'est appliqué partout en Europe, les lois qui sont passées là. Quelles sont les écoles de formation qu'on peut avoir qui sont européennes, quels sont les codes déontologiques et éthiques pour contrôler le business, parce qu'il ne faut pas juste que tout le business vienne. Hein. C'est aussi contrôler pour qu'il n'y ait pas de chômage, qu'on ne fait pas des innovations plus vite que la société peut l'absorber. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être traitées au niveau Europe pour ne pas avoir 30 ou 28 ou 26 pays différents, chacun avec son bureau sur la même chose et qui étudie la même question tout le temps. Des fois, il faut centraliser. Il y a des avantages de centralisation. Il y a des avantages de diversification aussi. Hein. Mais comme vous dites, ça peut être une fédération, même ça peut être plusieurs fédérations à l'intérieur de la fédération sur des questions comme ça. D'accord. Mais on arrive presque au terme de notre entretien, Arvin, mais j'aimerais vous poser une question. Vous êtes fondateur, je ne sais pas si je pense que c'est une fondation ou une association, BHAI, Building Human Advances and Institutions, pour avoir un monde plus humain, plus solidaire, si j'ai bien compris. C'est une initiative très intéressante. Est-ce que vous pouvez en quelques phrases nous dire de quoi il s'agit? Donc, en fait, c'était à la temps de Covid. On a eu beaucoup de temps de réfléchir. Hein. Et il fallait que je pense aussi, qu'est-ce que moi j'aimerais faire dans une vie si il y a le temps, surtout après une retraite, où est-ce que j'aimerais canaliser mes énergies? J'ai eu l'opportunité que quelqu'un m'a proposé de lui conseiller. Et donc, juste pour commencer quelque chose à côté en auto-entrepreneur, il fallait un nom. Et donc, j'ai décidé qu'il vais choisir un nom avec beaucoup d'attention et vraiment quelque chose que je peux faire à terme et ce que j'aurais envie de faire à terme. Et je pense que c'est la question de cet humain qui était vraiment important pour moi, ce qui trace mon passé, mon recherche en microcrédit, mon recherche en technologie qui peuvent aider les pauvres.
Et donc, je dis que c'est ça que je veux, hein. Les avancées et les institutions humaines. C'est quelque chose qui affecte. Ce qui m'a affecté beaucoup aussi, c'était quand j'ai travaillé sur le suicide des emprunteurs en Inde. Et j'ai compris que dans toutes les choses, il y a des positives et des négatives, c'est le processus qui est important, hein. Je suis sensible parce que même parmi les professeurs, il y a un taux de suicide important, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a des pressions. On dit publish ou perish. Et des fois, on oublie que chacun publie à sa rythme, à sa vitesse, que l'idée, c'est d'aller faire un jogging à sa vitesse, qui est un plaisir, et ne pas courir et être fatigué. Donc, c'était ça qui m'a fait penser à créer cette association, où on peut dire, c'est juste une entreprise individuelle pour le moment, hein. Et je ne sais pas où elle va aller. Mais bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. Mais le fédéralisme répond à ça, hein. Le fédéralisme répond à ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on a assez de moyens, sauf qu'ils sont mal concentrés dans peu de mains. Et même ces personnes qui sont super riches, ils aimeraient donner leur argent, mais il y a une asymétrie d'information. Ils ne savent pas à qui donner, quels sont les contrôles, comment faire que la personne ne gaspille pas leur argent qu'ils ont construit avec difficulté. Et donc, je pense que l'humain, ce n'est pas juste vis-à-vis les pauvres, hein. C'est aussi vis-à-vis les riches qui ne savent pas quoi faire, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Non, encore une question, si vous permettez. Oui. La question par rapport au conseil scientifique, qu'attendez-vous de ce conseil scientifique? Donc, un conseil scientifique est surtout académique. Son rôle, comme le nom indique, doit être de conseiller et non pas prendre l'action, ce qui est le rôle des exécutifs. Les actions scientifiques envisagées pourraient être discutées avec le conseil pour prendre les avis, ensuite un feedback pour voir si les choses sont passées comme prévu. Le conseil scientifique peut aussi être l'ambassadeur de l'exécutif pour une portée vers les étudiants et vers les autres académiques intéressés par ces questions, et pour la vulgarisation de recherche sur les questions du fédéralisme. Enfin, il faut qu'il ait des moyens pour rechercher et que la recherche est scientifique et publiée dans les journaux scientifiques pour la crédibilité. C'est ce travail qui peut influencer les hommes politiques et les régulateurs de l'économie. Les hommes politiques cherchent des changements utiles. Et pour ceci, ils doivent avoir confiance dans la qualité de recherche sur laquelle ils s'appuient pour faire leurs démarches. Donc, un membre du conseil scientifique pourrait potentiellement contribuer à la discussion en fournissant des preuves scientifiques et des analyses sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la création d'une Europe fédérale. Il pourrait également donner un aperçu des possibilités de défis potentiels, comme vous m'avez posé des questions comme ça, hein. Donc, tels que les effets sur la recherche scientifique et l'innovation. Par exemple, si on crée un monde fédéral, est-ce que le H20 sera plus important? Est-ce qu'il y aura plus de moyens centralisés? Est-ce qu'il y aura moins de moyens avec le conseil régional? Vous voyez, les questions comme ça peuvent affecter la recherche au niveau local et européen. Donc, en bref, le rôle du conseil n'est pas de faire la recherche, mais de donner un avis sur l'orientation de recherche, d'expertise et d'études sur la question du fédéralisme. Il peut vous assister à des appels de projets aussi, hein. C'est comment je les vois, hein. Non, mais merci, c'est un excellent résumé de ce que nous souhaitons pour le conseil scientifique. Donc merci pour ce que vous venez de dire. Et, enfin, merci pour cet entretien. Et de toute façon, bien sûr, on restera en contact. Vous resterez en contact également avec les autres membres du conseil scientifique pour un travail en commun et pour avancer au niveau des idées et de l'action pour le fédéralisme européen, local et mondial. Merci Arvind. Merci beaucoup. Bonne journée.